Le dollar qui est au plus haut depuis 20 ans, un taux de change global qui s'est apprécié de plus de 6% depuis le début de l'année. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Comment est-ce qu'on explique cette excellente santé de la devise américaine dans un monde qui est un monde en crise? C'est peut-être ça d'ailleurs la réponse. Oui, il y a une bonne partie de la réponse dans la question. Le dollar reste une monnaie refuge, ça et dans un monde en crise avec beaucoup d'incertitudes et je pense que l'élément guerre également est très important. C'est plutôt favorable pour ces devises-là et reste c'est pas la seule devise qui peut servir de refuge, mais le dollar a cet avantage effectivement de bénéficier d'écarts de taux d'intérêt qui sont très importants. C'est ça aujourd'hui le principal moteur, soutien du différentiel de taux entre le dollar qui est mieux rémunéré que beaucoup d'autres monnaies. Oui. Parce qu'on pourrait dire aussi, mais il y a les déficits jumeaux, commerciaux, courants, donc biens et services qui sont colossaux. Je n'ai pas les chiffres en tête, je crois que c'est le budgétaire, c'est 8% le budgétaire, non? Oh oui, on frisera peut-être, on ira peut-être même un petit peu au-dessus. 8 ou 10% de budgétaire voilà, et combien en et courant? En déficit courant, je ne sais plus, on est en déficit commercial, on dépasse les 100 milliards par mois là. Donc ça commence quand même à être très substantiel. Et ça pèse négativement. Et normalement, ça devrait peser négativement en théorie. Et effectivement, là, on a... alors je pense quand même l'écart de taux d'intérêt, on l'a très bien vu ces dernières semaines. D'abord à l'égard du yen, qui était véritablement le révélateur, dont la faiblesse a révélé ces écarts de taux croissants, puis le yuan et l'euro, et on voit très bien dans la sensibilité quasi quotidienne des écarts de taux d'intérêt ou des perspectives de taux sur la zone euro versus États-Unis. Sur toutes les devises, ce n'est pas un phénomène, on parlera de l'euro après qui est un 0,4 face au dollar, mais c'est face à toutes les grandes devises que le dollar, globalement, le renminbi, voilà. Tout à fait. Alors, il y a le yuan, le renminbi est presque une exception parce que finalement, vis-à-vis des autres devises émergentes, le dollar n'a pas beaucoup monté finalement, mais ces devises étaient déjà très faibles, sont pour beaucoup sur des points bas historiques, que ce soit le réal brésilien ou la roupie indienne, etc. Donc l'écart de taux est très important. Je pense que c'est davantage dans l'influence du dollar que l'effet refuge. Mais les deux jouent de concert. Donc c'est justifié cette force, ce dollar roi, plus roi que jamais, au plus haut depuis 20 ans. C'est justifié ou c'est... C'est justifié, on arrive à l'expliquer, donc quelque part on peut se dire ça peut se justifier. Ce n'est probablement pas durable, précisément, vous l'avez mentionné, en raison des fondamentaux, notamment des gros déficits américains. Maintenant, là où cet aspect négatif pouvait jouer le plus fortement, c'était en particulier vis-à-vis de l'euro, puisqu'en zone euro, on a traditionnellement de gros excédents courants. Merci Allemagne. Donc, effectivement, une fois qu'on enlève l'écart de taux, normalement, on a quand même un euro qui devrait se réapprécier. Ces derniers mois, l'excédent commercial allemand a disparu et finalement on n'a plus beaucoup d'excédents en zone euro pour venir soutenir la devise. Donc il y a peut-être quand même un changement d'environnement qui pourrait être durable. On sait que avant que l'Allemagne notamment retrouve ses marchés à l'exportation, en particulier tant que la Chine est fermée, ça risque d'être compliqué. Donc ça plaide pour une parité euro-dollar peut-être à brève échéance. Oui, ça plaide. Je n'ai pas tout à fait retenu le scénario, mais effectivement on est clairement en zone de risque. Avec, notamment parce qu'on voit bien que du côté de la BCE, les perspectives de hausse des taux d'intérêt sont encore très fragiles. Madame Lagarde a beau nous dire ça se rapproche et c'est potentiellement pour le mois de juillet, on voit bien que l'état de la conjoncture, des marchés financiers font que ça pourrait prendre plus de temps. Mais de l'autre côté, peut-être que les marchés attendent beaucoup trop de la Fed. Il n'est pas impossible non plus que la Fed ravale son chapeau dans un contexte éminemment incertain sur le plan des marchés financiers qui commence à poser problème. Dans quel sens qu'elle ravale son chapeau? Dans quel sens? Pour en faire plus ou pour en faire moins? Pour en faire moins. Parce que c'est quand même contredit sur cette hausse possible de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed. Il l'a finalement, la semaine dernière, jeudi dernier, pas écarté, Jérôme Powell. Au départ, il a dit non, c'est non, puis a priori, pourquoi pas? Il a dit oui, c'est pas une hypothèse sur la table, ça c'était post-FOMC, et puis là, en laissant hésitant, parce que l'inflation galope toujours, et dès qu'on a des chiffres de conjoncture, notamment le marché de l'emploi, qui était plutôt, le rapport de l'emploi était encore bon, un taux de chômage faible qui fait redouter des tensions
sur les salaires. Et du coup, on voit que là, la Fed s'interroge vraiment sur la nécessité d'aller franchement plus haut. Je ne pense pas qu'ils pourront le faire en réalité, du fait de la fragilité donc ça capte un peu le dollar quelque part. Et voilà. Et donc on se retrouve, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir quoi que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et surtout sur le taux de change, c'est très compliqué. Exactement, et c'est forcément c'est la synthèse de tellement d'éléments. Oui. Mais là, les écarts de politique monétaire pourraient jouer. Il suffirait que les anticipations sur la Fed, d'ailleurs on l'a vu un petit peu à la fin de la semaine dernière, se retracent un tout petit peu parce qu'il y a trop de tensions sur le marché financier et finalement le dollar ça s'agit. Voilà. Donc on peut avoir un contexte dans lequel le taux de change est finalement touché ses points hauts d'ores et déjà. Et puis, personne ne regarde évidemment au quotidien le taux de change global du dollar. On se disait que face aux principales devises, il s'était apprécié de plus de 6%. Face à l'euro, donc on est à peu près à 0,4. Pardon d'imaginer, Véronique, cette perspective. Imaginons que la Russie coupe le gaz aux Européens. On se dit que c'est baissier euro automatiquement, ça? Oui, probablement. C'est une des explications des motifs qui pourraient envoyer On est dans une situation de crise économique probablement un peu plus profonde en zone euro, une banque centrale qui, on voit mal remonter ses taux dans un tel contexte, en tout cas moins que ce qu'on peut envisager si ce n'est pas le cas. Et de fait, effectivement, c'est baissier euro, auquel cas on ne s'arrêtera même pas à la parité probablement. Si on vient casser les niveaux actuels qui sont à peu près les précédents points bas, sans doute qu'on pourrait aller nettement plus bas, effectivement. Donc un dollar toujours plus fort, difficile, la question qu'on se pose aujourd'hui, difficile d'y répondre. Il est déjà très fort là? Il est déjà très fort, anormalement fort au regard de la situation fondamentale aux États-Unis. Mais voilà, la situation est ce qu'elle est. Le ressort peut encore effectivement se détendre et avec les conséquences. C'est-à-dire que pour le reste du monde, effectivement, on paye des matières premières en dollars. Et finalement, ça diffuse l'inflation américaine. On voit bien que les écarts d'inflation entre les États-Unis et le reste du monde, notamment la zone euro, sont en train de se réduire. Ouais. Il n'y a aucune devise, on a pu avoir cette discussion il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, qui est suffisamment puissante pour menacer la suprématie, les privilèges exorbitants, je ne sais plus de qui est la formule, sur le dollar, qui n'a pas vraiment de concurrent, même s'il y a l'euro, mais loin derrière. Qui n'a toujours pas de concurrent. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on agitait le yuan comme potentiel bénéficiaire. On a nettement moins séduit par la devise. Donc effectivement, le dollar reste la monnaie la devise refuge. Et puis vous avez derrière effectivement tous les investissements sur le marché obligataire souverain américain qui est également très important. Qui est dans la main largement des investisseurs étrangers aussi. Pas largement, beaucoup moins qu'auparavant, mais plus que 50% de mémoire. À vérifier. Je parle sur votre contrôle. Là. Moi, je dirais un petit peu plus que la moitié. Plus. Je crois que les détenteurs domestiques sont à 45% de mémoire. Mais je risque donc, c'est les Chinois, les Japonais. Même la France, je crois que c'est 2 ou 300 milliards. C'est la Fed aussi, n'oublions pas, parce que la part des Chinois et des Japonais s'est rétrécie énormément. La Fed a combien aujourd'hui? On dit que la BCE a 30% du stock de la dette souveraine européenne. Le chiffre, si vous ne savez pas, c'est pas grave, je dis ça, mais c'est intéressant de savoir. C'est vous qui parlez de la Fed, c'est pour ça. Mais elle a énormément, effectivement, c'est ce qu'elle a acquis dans son bilan, sur ces 9 000 milliards de dollars. Exactement. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet Ref Research. Merci. Merci, David.